Mamboy Diao, bonsoir à vous. Oui, bonsoir et bonsoir aux internautes de télé.com. Tout le plaisir de faire ce premier entretien politique avec vous. Vous êtes de l'APR, vous sortez d'une élection présidentielle. Votre candidat a été élu au premier tour avec 58,27%, un bon score. Oui, un très bon. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les Sénégalais, d'abord pour leur maturité pendant la campagne électorale et pendant le jour du scrutin. Et les jours qui ont suivi d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes ont voulu les embarquer dans une aventure périlleuse, ils n'ont pas suivi. Donc les Sénégalais se sont exprimés. Certaines personnes ont voulu usurper la volonté des Sénégalais. Pour une fois, c'est la majorité présidentielle qui était dans la campagne de sécurisation du vote. Parce que d'habitude, c'est quelque chose qui était courant chez les opposants. Mais là, on s'est rendu compte que c'est nous-mêmes qui nous battions pour que l'expression des Sénégalais soit vraiment celle qui sera traduite par les institutions qui étaient en charge de la collecte des votes. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que je lis le scrutin. Maintenant, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut en tirer. Déjà, le candidat, le président sortant, le candidat Macky Sall, a quand même eu une meilleure campagne électorale. Parce que je pense que les opposants, compte tenu de leur coalition, avaient pensé que c'était déjà acquis pour eux. Ils avaient oublié qu'une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Et le candidat Macky Sall est celui qui a fait le plus le maillage du pays en termes d'activités, de meetings, de caravanes, de proximité. Pour vous, la différence s'est faite à quel niveau? Le bilan ou la campagne qui a été menée par votre candidat? Le bilan était quelque part dans la tête des Sénégalais. D'ailleurs, les opposants n'ont pas voulu qu'on en parle. Donc, ils ont occulté le bilan matériel du président Macky Sall. C'était stratégiquement fait exprès. Mais ce qui a le plus prévalu, je pense, dans la victoire de Macky Sall, c'est la campagne électorale elle-même, sur deux choses. La première chose, c'est d'avoir créé l'engouement populaire à partir du début de la campagne électorale pour que quand on arrivait dans les endroits névralgiques comme Dakar, qu'on puisse sentir qu'il y avait une forte volonté d'adhésion des populations à cette logique-là que nous avions développée dans le Sénégal de l'intérieur. Ça a beaucoup joué. Deuxièmement, sur les éléments de langage. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les autres candidats étaient plutôt là en train de cibler Macky Sall, soit en évaluant parfois même positivement les programmes qu'il avait déroulés sur le premier mandat, soit aussi en critiquant. Donc, comme la formule consacrée, pendant que Macky Sall, lui, parlait aux Sénégalais, eux, ils parlaient à Macky Sall. Donc vous verrez, nous, dans le discours du candidat Macky Sall dans tout le Sénégal, nous avions déjà une sorte de restitution de ce qui avait été réalisé dans chaque collectivité territoriale et ensuite une vision par rapport à cette collectivité pour les projets à venir. Mais en même temps, nous avions ciblé beaucoup de couches des populations sénégalaises sur lesquelles le président a donné une orientation claire sur sa vision. Donc vous vous rendrez compte que le président a adressé un message spécifique à la jeunesse du pays, aux femmes du pays, à la politique industrielle, aux questions environnementales. Donc tout ça fait que la campagne du candidat Macky Sall était beaucoup plus organisée, je ne veux pas dire sérieuse, mais vraiment elle a plus trait à une campagne présidentielle que les autres. Parce que en dehors maintenant du candidat Macky Sall, n'oublions pas que dans tous les départements, il y avait un ensemble de leaders qui faisaient de la proximité et qui faisaient de l'animation. Et c'est ça qui a été le plus déterminant. N'empêche, beaucoup pensent que si vous avez réussi cette campagne-là, c'est parce que du point de vue de la force de frappe financière, disons-le comme ça, il y avait votre photo. Il y a l'argent à jouer. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des Sénégalais. En 2000, on disait aussi qu'Abdoulaye Wade était fauché. Parce qu'on disait même que c'était certains opposants qui avaient mis l'argent un peu pour qu'on puisse tenir une campagne correcte. Les Sénégalais ont choisi. En 2012, on avait même présumé que la force de frappe financière d'Abdoulaye Wade était de loin supérieure à toute l'opposition réunie. Mais cela n'a rien à voir. En réalité, on occulte le fait que pendant une campagne électorale, il y a une demande forte des populations. Donc c'est celui qui donne les réponses les plus appropriées qui va attirer leur attention. Je rappelle que Macky Sall, déjà en 2012, avait 3 ans d'existence politique en tant qu'opposant, mais qu'il s'était démarqué de la frange la plus essentielle de l'opposition, en disant d'abord que moi je vais être conforme à ce que la loi dit. Donc si la loi, en fait lui il avait déjà fait beaucoup de tournées à l'intérieur du Sénégal, mais il avait une offre qui démarquait ses actions ou sa vision de celle des autres opposants. Donc les Sénégalais ont un sens d'écoute et ils savent choisir. Donc c'était ça le premier choix. Maintenant ici, je pense que beaucoup d'opposants se sont endormis sur leur laurier.
je n'ai pas envie de les citer nommément, mais si je prends la coalition Idy 2019, Idrissa Seck était parti avec un bon postulat. Il avait quand même ce que Dakar comptait de leaders d'envergure, Khalifa Sall, Pape Diop et consorts. D'accord. Dans les autres localités aussi, comme dans la banlieue de Dakar, il avait beaucoup de leaders d'envergure et qui avaient cet ancrage dans leur localité. Mais il n'a pas su créer le maillage qu'il fallait entre lui et ses leaders pour qu'on sache que c'était vraiment une coalition. Donc, finalement, on se disait que c'était un ensemble hétéroclite et ça pouvait ne pas rassurer l'opinion sénégalaise. Ousmane Sonko avait aussi un postulat favorable parce que son discours était nouveau, il avait su occuper l'espace politique pendant que l'opposition se cherchait, mais je pense aussi qu'il lui manquait un peu qu'il manquait un peu un message de il devait diluer ses propos parce qu'il semblait un peu ferme ou extrême sur des positions qui pouvaient ne pas épouser les Sénégalais. Bon, donc finalement, parfois quand on l'acculait sur certaines questions, il reculait. C'est par exemple le cas du débat sur le franc CFA. Donc, pour moi, tout ça a pu jouer contre eux. Et nous, à ce moment-là, toute la tentative de diabolisation qui avait été faite en amont, surtout sur les réseaux sociaux, sur le candidat Macky Sall, nous avions déployé une stratégie pour montrer que ce n'était que des fake news. Et si vous remarquez bien, même pendant la campagne, nous avions pris le temps, même à imposer à la presse, parce que l'actualité s'est créée aussi, nous avons même imposé à la presse toute la thématique sur les fake news, parce que c'est nous qui en étions les premières victimes. Donc, cela ajouté au discours de Macky Sall et à sa vision, plus le bilan, a fait que nous avions une bonne avance. Arrêtons-nous un peu sur les résultats de cette élection-là. Certains disent que l'élection a finalement divisé le Sénégal en 3 parties. Vous avez un peu la zone Thiès, Diourbel qui a voté pour Idrissa Seck, le sud qui a voté pour Sonko et le reste du pays qui vote pour Macky Sall. Est-ce que vous avez cette même conception des choses? Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, pour raisonnement simple, en fait, les gens ont une vision réductrice de la Casamance. On pense que la Casamance se limite à la région de Ziguinchor. Mais quand on parle de Casamance, c'est 3 régions administratives. D'accord, c'est la région de Kolda, celle de Sédhiou et celle de Ziguinchor. Donc sur les 9 départements de la région de la Casamance naturelle, Ousmane Sonko n'en a gagné que 2. Donc on peut parler d'un vote affectif par rapport à un terroir qui était la région de Ziguinchor, mais pour autant, vous avez vu que malgré son avance de ce côté-là, nous étions tout de suite derrière. Donc, je comprends quand même les populations parce que ça c'est arrivé aussi avec Abdoulaye Wade, avec Kébémer, avec Abdou Diouf et Louga, avec Macky Sall et Fatick, c'est normal. Mais bon, donc de ce côté-là, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, pour la région de Thiès, là, dans le département de Thiès, il nous avait devancé, mais nous l'avons presque de 20 000 voix, mais pour Mbour, déjà, nous étions à plus de 60 000 voix de différence entre lui et nous. Donc, pour moi, il vaut mieux regarder les analyses sous un autre angle. Je pense qu'il y a certainement un vote affectif qui n'a rien à voir avec une ethnie ou une région, mais c'est normal que quelqu'un, c'est comme Jacques Chirac qui était tout le temps rattaché à la Corrèze, donc c'est normal aussi que quelqu'un quand même puisse bénéficier d'un postulat favorable de la part de sa ville d'origine. Mais le vote au niveau de Mbacké est juste... Non, en fait, c'est une exacerbation à dessein qui a été faite par des hommes politiques pour pouvoir créer cette distance entre le président Macky Sall et la communauté de Touba. Je pense que c'est comme ça que je peux l'analyser. Parce que quand même, si vous regardez le volume d'investissement qui a été fait en direction de cette cité-là, et d'ailleurs, ce sont les 2 zones qui ont d'ailleurs le plus retenu l'attention du président Macky Sall, qui lui ont donné le moins de score. C'est la Casamance, en fait, la région de Ziguinchor et le département de Mbacké. Mais ce n'est pas sous cet angle-là que cette élection s'est déroulée. Il y en a qui étaient exprès en train d'exacerber donc la distance qu'il pouvait y avoir entre le président Macky Sall et la communauté mouride. Et c'est dommage d'ailleurs parce que le président n'a jamais tenu un discours confrérique ou religieux. Lui, il pense à sa sénégalité. Mais bon, c'est de bonne guerre, on est en politique. Ils ont utilisé ça. C'est à nous, pour l'avenir, de rectifier. Est-ce que vous avez là la même lecture ou bien la même réaction que le patron de Dakar Dem quand vous dites que ce sont des zones comme Ziguinchor ou Mbacké où le président a investi le plus, qui lui ont donné les plus petits scores? Oui, mais bon, lui aussi, il devait pousser son analyse. Ça, je vous donne un exemple, et vos experts pourront le confirmer. Si vous enlevez l'ensemble des voix de Macky Sall dans la région de Matam,
vous les enlevez du scrutin en laissant aux opposants les voix qu'ils avaient là-bas, le président Macky Sall passait au moins avec 54%. Donc ça veut dire que ce n'est pas la région de Matam qui a élu Macky Sall. Et vous y ajoutez Fatick, le président Macky Sall passait toujours au premier tour. Donc, quand on fait... Sans la région de Fatick et la région de Matam, le président Macky Sall passait au premier tour. Ça veut dire que ce sont des Sénégalais qui l'ont élu et qui ne l'ont pas élu sur la base d'un critère territorial ou affectif ou ethnique. Donc, si on pousse cette analyse-là, on saura que cela n'a rien à voir. Et quand même, remarquez qu'entre les législatives et la présidentielle, nous avons fait un bond de 100% à Touba, parce que nous étions presque à 35 000 voix. Aujourd'hui, nous sommes à 67 000 voix. Donc, il ne faut pas regarder Non, l'erreur c'est de dire déjà que les investissements qui sont faits et qui sont structurants en direction d'une population doivent être tout de suite reniés parce que simplement on attendait un gain politique en retour. Non, ce n'est pas comme ça. Le président agit parce qu'il a une vision globale sur des investissements structurants pour un rattrapage entre les terroirs, ou les territoires plutôt, mais cela n'a rien à voir avec un gain politique qui peut en escompter. Ce que je pense, par ailleurs, si on voulait avoir un gain politique, il faut qu'on repense nos rapports avec Touba. Parce que le président de la République, pour moi, Touba a été habitué aussi à avoir des leaders politiques d'envergure. Donc, est-ce que nous avons aujourd'hui dans les hommes politiques qui animent l'APR à Touba, est-ce que nous avons quelqu'un qui peut être un leader de dimension nationale? Peut-être que c'est une piste qu'on peut explorer, voir comment promouvoir des fils de Touba. Et c'est une solution. Si vous regardez bien, donc la région de Ziguinchor avait été habituée aussi à des ministres d'envergure nationale. Nous avons vécu sous Robert Sagna, sous Abdoulaye Baldé, Bekay Diop, Landing Sané, Landing Savané, Bala Moussa Dafé. Ce sont des ministres qui avaient en fait une envergure nationale. Donc peut-être que ce sont des... Je ne dis pas que ce sont les... Mais je donne aussi une piste de réflexion. Ça peut être les rapports politiques. D'accord, ça peut être le fait qu'on doit promouvoir donc, des fils des terroirs, ça peut être aussi d'autres éléments qui doivent être analysés. Mais dans le chaud, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque détestation, parce que c'est comme si on réduisait d'ailleurs la communauté mouride à la ville de Touba, alors qu'ils sont à Dakar, ils sont dans la diaspora, ils sont partout au Sénégal. Donc, et tout le monde connaît les liens affectifs qu'il y a entre le président de la République et le khalife général des Mourides. Voilà qui nous permet de parler un peu des perspectives. Là, on a un président réélu, politique et très bien réélu, qui va mener un mandat de 5 ans et qui ne sera pas candidat à sa propre succession, du moins s'il respecte sa parole. Il va la respecter. Il va la respecter. Il ne sera pas candidat de... Connaissant l'homme, oui. Parce que d'abord, la loi ne le permet pas, et ensuite, ce n'est pas dans son projet. Pour vous, qu'est-ce qui doit changer pendant les 5 ans qui viennent, dans la politique menée par le président? Pour moi, déjà, je pense que ce qui aurait été bon après, au sortir de ce scrutin, c'est que le Sénégal ne se reste pas divisé en deux. Donc il y a eu une compétition électorale. Je pense que si tout le monde avait envie que cette symbiose, ou en tout cas cette unité nationale revive, il fallait que les perdants félicitent le gagnant. Malheureusement, on est reparti sur le mauvais pied parce qu'ils sont dans une logique systématique de combat face à Macky Sall. Je rappelle pour les internautes qui nous regardent que quand même, entre 2000 et 2007, beaucoup de Sénégalais disaient « N'Baye Gorgui Mouligay ». Donc on lui avait accordé même une sorte de temps de latence de 5 ans presque sur son premier mandat. Donc celui-là, non, il a subi son adversité dès les premiers jours de son élection en 2012. Donc moi j'espérais au moins que les opposants puissent se dire on va remettre les compteurs à zéro, on crée un sentiment de cohésion nationale et ensemble, puisque celui-là partira en 2024 dans tous les cas, au moins on crée les conditions pour un cadre apaisé, pour que les politiques au moins puissent s'exprimer convenablement et que les questions de gouvernance qui peuvent être soulevées puissent être traitées correctement. Moi je l'espérais, mais je ne désespère pas. Je pense aussi que le président Macky Sall a une chance unique. Il va être le premier président sénégalais à organiser une élection où il n'est pas partie prenante directement. Donc, je me dis qu'il fera tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Parce que dans la vision qu'il a, en dehors des questions d'inclusion sociale, de rattrapage entre les terroirs, et c'est cette vision vers l'émergence, le président pense à ce qu'il appelle le legs aux générations futures. C'est un concept auquel il tient beaucoup. Maintenant, le legs aux générations futures signifie en même temps un legs par rapport à un comportement, à ce que nous voulons faire du Sénégal. D'ailleurs, je pense que sur les questions d'ordre civique, d'ordre citoyen, le président va beaucoup insister dans le cadre du deuxième mandat, parce qu'il faut qu'on refasse un peu, qu'on reformate la mentalité sénégalaise telle qu'on la voudrait
sur les questions de discipline, sur les questions de propreté. C'est tout ça, c'est un ensemble. Mais j'avais espéré que ça allait se faire ensemble. Et je ne désespère pas, peut-être qu'ils vont pouvoir le comprendre. Ces 7 ans-là, il a beaucoup insisté sur les infrastructures, il a beaucoup fait, reconnaissons-le. Est-ce que c'est cette même politique qui doit continuer, ou bien vous pensez qu'il va falloir faire autre chose à la place? Il va falloir innover. Pourquoi? Bon, maintenant, comme je le dis, vous n'avez pas vu les opposants nous attaquer sur le bilan. Parce que tout ce qui devait être fait en matière d'inclusion sociale a été fait, bourse de sécurité familiale, couverture médicale universelle, carte d'égalité des chances, rehaussement des pensions de retraite, etc. Ça, c'est le package social. En même temps, il y avait une politique d'inégalité des terroirs qui était là et qu'il fallait rattraper. C'est ce qu'on a fait avec les projets Promoville, PUDC, etc., etc. Mais il y avait ce cap vers les infrastructures. Mais maintenant, on se rend compte jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai qu'il ne pouvait pas tout faire en 7 ans, mais on se rend compte qu'il y a encore des challenges. Ces challenges-là nous concernent tous. C'est le changement de paradigme auquel il nous appelle dans le deuxième mandat. Outre le déroulement normal des programmes qui ont été mis en place dès le premier mandat, il y a des initiatives qui sont majeures et qui sont structurantes, qui vont toucher les Sénégalais dans ce qui les occupe le plus. Je rappelle que la première initiative qui concerne par exemple la reforestation est un enjeu pour nous. C'est-à-dire que les questions environnementales telles qu'on les aborde au niveau mondial ne sont pas nos problèmes en réalité. Nous, notre grand problème, c'est la désertification. Donc créer une agence pour la reforestation est fondamental. Deuxièmement, le programme Zéro Bidonville répond à cette lancinante question de politique d'habitat qui n'a pas été structurée comme il le fallait. On a essayé avec beaucoup de politiques d'habitat social dans le premier mandat, mais il faut qu'on le fasse à l'échelle nationale parce que les politiques d'habitat social avec les programmes Zéro Bidonville vont toucher les villes de l'intérieur du pays. Et ça peut beaucoup intéresser la diaspora des Sénégalais qui est à l'extérieur parce qu'ils souffrent de tout ce qu'il y a eu comme manquement dans la gestion des questions d'habitat parce qu'ils ont été beaucoup abusés par ça. Le programme, la politique industrielle, on ne pouvait pas l'impulser tant qu'on n'avait pas un secteur primaire qui était déjà sur des bases solides. C'est pourquoi tout le focus qui a été fait sur les questions d'agriculture, d'élevage et de pêche permettent d'avoir un bon fond de départ pour pouvoir impulser une bonne politique industrielle. Donc, entre autres axes, donc, vous voyez, ce sont des questions sur les métiers nouveaux comme tout ce qui a trait au digital, à l'informatique, mais il y a beaucoup de Sénégalais parce que les Sénégalais ont cet esprit créatif. Donc, il fallait pouvoir aider les jeunes Sénégalais qui sont dans ce domaine-là à pouvoir le faire. Ce sont des métiers qui peuvent beaucoup aider les infographes, les monteurs. Tout ça, c'est des métiers qui ont trait au digital et qui peuvent beaucoup intéresser les Sénégalais. Vous dites, entre autres. Que l'opposition ne vous a pas attaqué sur le bilan, en tout cas matériel, mais sur des questions d'ordre peut-être immatériel, la bonne gouvernance, la justice, etc., il y a eu beaucoup de critiques quand même pendant ces 7 ans-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas apporter des changements, donner plus de garanties à ce niveau-là? Je pense déjà qu'il fallait comprendre les actions. Donc, parce que cette question de reddition des comptes était une exigence forte qui avait été posée par les Sénégalais eux-mêmes entre 2011 et 2012. Toute la reddition des comptes qui a été pensée par le président Macky Sall répondait à cet impératif qui était voulu par les Sénégalais. Je pense aussi que vous pouvez le rendre, puisque vous êtes un homme averti, vous vous rendez compte que vous entendez moins dire qu'un fils de ministre a volé chez son père une centaine de millions, parce que ça n'existe plus. Le président a fait de sorte que, quand même, les questions de rapport entre les deniers de l'État et les hommes qui exercent le pouvoir puissent au moins être assainies. Mais, puisque ça n'a pas été compris comme il le fallait, j'espère que dès d'ailleurs, après la prestation de serment, qu'on ouvrira une forte réflexion sur cette question-là. Parce que c'est le talon d'Achille que l'opposition utilise pour tirer sur nous. Je ne dis pas qu'ils ont les arguments pour, mais ils ont réussi à entrer dans la tête des Sénégalais que cette justice est la de vitesse, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, vous n'avez pas vu le président insister pendant la campagne sur les questions de justice. Pourtant, les projets de réforme qu'il a pour la magistrature sont d'ailleurs beaucoup plus hardis que ceux que vous avez entendus avec les candidats de l'opposition. Mais il est bon qu'on remette sur la table toutes les questions de gouvernance, toutes les questions de justice et tout ce qui doit être fait pour accompagner la jeunesse de notre pays. Parce que
En réalité, en Afrique, le vrai enjeu pour les prochaines années, c'est la jeunesse, parce que ça va être une bombe sociale qui est là. Si on ne trouve pas un moyen d'une absorption plutôt massive de ces jeunes-là en matière d'emploi, ou en tout cas en leur trouvant des solutions, ça peut être un facteur d'instabilité dans tous les pays africains. Donc le président veut anticiper sur ces questions, parce que si, d'ailleurs je dis, s'il parle de 1 million d'emplois, mais il sait que c'est faisable, parce que quand vous avez un programme de 100 000 logements, à supposer que 10 personnes au minimum travaillent sur un seul logement, parce que ça, au moins, les gens peuvent considérer que c'est raisonnable, mais sur 100 000 logements, vous avez déjà 1 million d'emplois. Sans parler de l'agence de reforestation, sans parler justement de tout le processus qui est en train d'être fait en matière d'éducation sur ceux qui ont quitté la scolarité en cours de parcours, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'école avant le baccalauréat et qui n'ont même pas eu la chance d'accéder à l'université. Ceux-là, on leur offre une nouvelle politique de formation qui est beaucoup plus en rapport avec les nouveaux métiers de notre pays. Parce qu'on s'est rendu compte jusqu'à maintenant que les entreprises sénégalaises ont besoin de profils d'emploi que nous ne parvenons pas à couvrir. En même temps que l'offre de qualification qui est en train d'être faite, la certification qu'on donne aux métiers comme la menuiserie, la plomberie, etc. Ce sont des choses qui, ensemble, peuvent nous donner espoir. Mais je pense que le président a besoin que tous les Sénégalais soient avec lui. Il est vrai que le Sénégal lui a renouvelé son affection, et ça mérite tous les sacrifices. Je souhaiterais vraiment, vivement qu'il pense en bon père de famille, comme il a toujours fait, et qu'il appelle tout le monde autour de la table, pour qu'on voit ensemble les écueils qu'il faut lever. Reste maintenant à savoir avec quel homme réaliser tout cela, parce qu'il y a eu beaucoup de reproches sur les collaborateurs du chef de l'État. Certains peut-être n'étaient pas à la hauteur, d'autres n'avaient pas trop de respect pour les Sénégalais que nous sommes. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer les hommes, avoir de nouvelles équipes, ou bien avec la même équipe on peut encore y aller pour 5 ans? Je pense que déjà la majorité des collaborateurs du président ont répondu favorable, en fait, a été à la hauteur. Donc sinon, on ne serait pas réélu aussi facilement. Mais je me dis que dans toute machine, il faut toujours apporter un souffle nouveau, c'est possible. Et les impératifs ne sont plus les mêmes. La vitesse à laquelle les choses doivent aller n'est plus la même. Donc les besoins, parce que nous avions un premier mandat sur 7 ans, là nous avons un mandat sur 5 ans. Donc si on veut tout de suite aller vers l'action, il faut qu'on repense les choses. Maintenant, je fais confiance assez au président de la République pour savoir qu'il a déjà identifié les profils avec lesquels il voudra collaborer. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui seront choisis soient à la hauteur, et ceux qui ont pu se sentir lésés par les choix du président continuent le travail qu'il faut faire, parce qu'il y a d'autres possibilités de travailler et d'aider son pays. Il va devoir aussi récompenser les alliés, notamment ceux qui sont venus il y a quelques semaines et qu'on appelle transhumants. Non, le président n'a négocié avec personne. Honnêtement, le président a discuté d'un projet. Et vous savez, les hommes politiques qui ne participent pas à une élection présidentielle comme celle-là disparaissent de l'espace politique, en tout cas de l'espace médiatique pour un temps. C'est pourquoi d'ailleurs tous les hommes politiques d'envergure ont voulu participer à une élection, à cette élection d'une façon ou d'une autre, soit en s'alliant à des candidats de l'opposition, soit en s'alliant aux candidats du pouvoir. Mais à la base, ce n'était pas une logique où on gagnera ensemble et on va être récompensé. Parce que aussi, l'esprit dans lequel le président fonctionne, c'est que lui, il avait gagné avec une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, et il a voulu gouverner avec cette coalition. Je sais qu'il va toujours rester dans ce cap-là, parce que ce qui l'importe le plus, c'est d'avoir le maximum de personnes autour de lui. Si aujourd'hui l'opposition, même si elle ne rallie pas politiquement parlant le président, si l'opposition est disposée à travailler pour l'intérêt du Sénégal, le président est ouvert à ça. Donc ce ne sera pas une logique de récompense, il va choisir les Sénégalais qui doivent mériter d'être à ce niveau de responsabilité et il va travailler avec eux. 2024, c'est dans 5 ans, c'est peut-être long, mais c'est parfois trop peu. Votre parti va devoir trouver un autre candidat qui ne sera pas Macky Sall, vous l'assurez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver justement ce profil-là? Ou bien laisser au président lui-même choisir son dauphin? Je pense que le président connaît assez le personnel politique qu'il a à sa disposition pour pouvoir faire un choix. Parce que il ne s'agira pas que de choisir quelqu'un. Il faudrait que cette personne-là puisse avoir des épaules assez solides pour pouvoir aussi mériter le soutien des Sénégalais, ce qui n'est pas donné.
Donc c'est un autre exercice. Mais je dis quand même que nous n'avons pas un mandat pour une transition, nous avons un mandat pour parachever ce que Macky Sall a commencé en 2012. Donc pour rien au monde, nous n'accepterons d'être divertis. Et c'est ma position, c'est aussi la position du président de la République. Il veut être dans le temps de l'action. La preuve, c'est que lors du Conseil des ministres, même si on nous l'a opposé la dernière fois, on nous l'a reproché, mais dès le Conseil des ministres, après les élections, il a dit son souhait de vite passer à autre chose en installant le président réélu et aller vers le travail. Parce que le Sénégal a des urgences qui ne peuvent pas se permettre d'attendre ces combinaisons-là. Donc, ceux qui vont le faire vont être écartés du chemin, connaissant le président de la République. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un agenda caché, il va les écarter. Parce que oui, ben, il y en aura bien sûr, parce que l'ambition aussi n'est pas un délit. Hein. Celui qui a envie d'être président a le droit d'avoir cette envie-là, ou cette ambition. Mais il ne faut pas qu'il gêne l'action du président de la République pour le solutionnement des questions de développement. Une toute dernière question. Là, on dépasse un peu le cadre de la paix pour parler de la classe politique en général. Vous disiez tout à l'heure que les hommes politiques qui ne participent pas à une élection présidentielle disparaissent. Il y a beaucoup qui disent que pour être rationnel, désormais, l'activité politique doit tourner autour de Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Madické Niang. Est-ce que vous avez cette même idée? Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont allés à la compétition et que les autres ont visité. Pourquoi? Khalifa Sall est un candidat d'envergure. Karim Wade aussi. Je pense. Non, je ne parle pas de leur éligibilité ou pas. Je parle paysage politique sénégalais. Que vous le veuillez ou pas, que vous soyez avec eux ou pas, vous savez que ce sont des personnalités politiques d'envergure et qui certainement ont une meilleure envergure que certains candidats à cette élection-là. Donc on ne peut pas être figé dans la réflexion. Je pense qu'aujourd'hui l'urgence, c'est qu'on discute d'une réforme des partis politiques, parce qu'il y en a beaucoup dans ce pays-là, et il y en a qui ne participent jamais à des élections. Il y en a qui sont systématiquement dans des logiques de coalition. Il est temps qu'on rationalise. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de débats, les questions de gouvernance, les questions d'élection, les questions de partis politiques. Tout ça doit être discuté. Et ensemble, on arrête une feuille de route. Mais il n'est pas, je pense, hein, d'ailleurs, la politique étant ce qu'elle est, en 2012, si on avait fixé cette règle, on n'aurait pas donné la chance aujourd'hui à Madické Niang, Issa Sall ou Ousmane Sonko d'exister. Si on avait voulu se figer au résultat de l'élection présidentielle de 2012, les acteurs politiques qui allaient être là s'appelaient Macky Sall, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, essentiellement. Donc on ne peut pas figer une carrière politique à une élection. C'est une réflexion qui doit être faite et qui prendra en compte les trajectoires aussi qui peuvent être fulgurantes. Parce que maintenant nous sommes dans un pays où, avec les NTIC, tout va très vite. Donc quelqu'un même peut être un inconnu au bataillon aujourd'hui et au bout d'un an avoir une cote de popularité extraordinaire. Là, nous l'avons vu avec Ousmane Sonko, qui en moins de 2 ans a su faire une percée qui lui a valu 15% des élections. Non, mais regardez même comparativement aux autres élections en 2007-2012. Vous verrez que beaucoup de candidats ont participé sans avoir 15%. Donc, il n'a pas plus de 2 ou 3 à une élection présidentielle. Donc c'est un mérite. Mais ça, ce n'est pas son travail seulement qu'il a fait, c'est que derrière, il y avait une stratégie qui a permis qu'il puisse faire ce bond fulgurant dans l'espace médiatique et conséquemment dans l'espace politique. Donc on ne va pas figer les choses, mais il est temps que ceux qui pensent que leur métier c'est politicien s'arrêtent. Et que les hommes politiques qui proposent des alternatives à ceux qui sont au pouvoir puissent continuer d'exercer cette activité-là et on purgera au fur et à mesure. Grand merci à vous. Merci, monsieur. Yeah.